Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sylvain Despinois, je suis chercheur au Centre des matériaux Mines ParisTech à Évry, où je travaille sur les relations entre les procédés de fabrication additive et la microstructure des matériaux. Je vais aujourd'hui vous parler de la microstructure des aciers élaborés par fabrication additive. Cette présentation sera structurée en 5 parties. Je ferai tout d'abord une introduction très rapide sur ce qu'est un acier et quels types d'aciers sont utilisés en fabrication additive. Je continuerai ensuite avec des généralités sur les microstructures issues de la fabrication additive, donc des caractéristiques que l'on peut trouver dans tous les matériaux et pas uniquement les aciers. Je parlerai ensuite des transformations de phase spécifiques aux aciers élaborés en fabrication additive, que ce soit les transformations de phase lors de la solidification ou à l'état solide. Je terminerai par des exemples de microstructures brutes d'élaboration avant de conclure. Tout d'abord, un acier, qu'est-ce que c'est? Un acier, c'est un alliage fer-carbone contenant moins de 2,1% en masse de carbone, auxquels sont souvent ajoutés d'autres éléments chimiques, que l'on va appeler éléments d'alliage, éléments qui permettent d'améliorer les propriétés du matériau, que ce soit la résistance à la corrosion ou les propriétés mécaniques par exemple. En fabrication additive, 4 classes d'acier sont actuellement utilisées dans l'industrie. Les premiers sont les aciers austénitiques inoxydables de type 304L ou 316L. Ce sont des aciers pauvres en carbone, mais enrichis en chrome, ce qui leur confère une bonne résistance à l'oxydation, ainsi qu'en nickel, ce qui leur permet de stabiliser de l'austénite à température ambiante, d'où leur nom d'acier austénitique. La seconde classe d'aciers sont les aciers Maraging. Ce sont des aciers qui sont alliés au nickel, au molybdène et au cobalt, entre autres éléments. Leur nom Maraging vient de la contraction de martensite aging, car ce sont des aciers martensitiques auxquels un traitement thermique sera effectué afin de faire précipiter des intermétalliques durcissants de type Ni3X. Vous avez ensuite les aciers inoxydables à durcissement par précipitation, de type 15,5 pH ou 17,4 pH. Ce sont des aciers alliés au chrome, encore une fois pour améliorer leur résistance à l'oxydation, mais également au nickel et au cuivre. Ce sont des aciers martensitiques cette fois et non austénitiques qui seront renforcés par la précipitation de la phase epsilon qui est une phase riche en cuivre. Enfin, vous avez les aciers à outils à chaud de type H11 ou H13. Ce sont des aciers ayant une forte teneur en carbone, ce qui peut entraîner des problèmes de fissuration à froid lors de leur élaboration par fabrication additive. Je vais donc commencer par quelques généralités sur les microstructures issues des procédés de fabrication additive. Je dis généralité parce que ce ne sont pas des choses que l'on va retrouver uniquement dans les aciers, mais qu'on peut aussi voir dans certains alliages base nickel ou dans des alliages d'aluminium. Il faut aussi voir que ce sont des généralités, mais ce ne sont pas applicables à tous les matériaux. On peut avoir ces caractéristiques pour certains matériaux, mais pas pour d'autres. De manière générale, la solidification rapide et la nature couche par couche des procédés de fabrication additive peuvent induire dans la microstructure la présence de gros grains colonnaires qui vont être orientés dans la direction de fabrication et présentant une texture cristallographique très prononcée. La taille de ces grains ainsi que la texture cristallographique va être très fortement dépendante du type de matériau, mais également de la nature et des paramètres utilisés pour la fabrication additive. Étant donné que cette texture ainsi que la taille de ces grains va directement dépendre de la morphologie des bains de fusion et de comment ils sont organisés d'une couche à l'autre. Au sein de ces gros grains colonnaires, nous pouvons retrouver une sous-structure intragranulaire qui sera constituée de cellules ou de dendrites de solidification. Encore une fois, la taille de ces cellules ou de ces dendrites va dépendre des paramètres ainsi que du type de procédé utilisé. De manière générale, plus le procédé impliquera une vitesse de refroidissement rapide, plus ces cellules ou ces dendrites seront petites. Enfin, si l'on regarde à une échelle encore inférieure, on peut constater que ces cellules sont séparées par des murs de dislocation et vous pouvez également observer que des dislocations sont présentes à l'intérieur des cellules. Cette relativement forte densité de dislocation est vraiment quelque chose d'unique à la fabrication additive puisque les produits coulés ou forgés généralement ont une très faible densité de dislocation. Il faut aussi voir, comme vous pouvez le voir en bas, que les dendrites ou les cellules sont généralement séparées par des ségrégations chimiques qui sont liées à la redistribution des solutés au cours de la solidification. En plus de ces caractéristiques, les vitesses rapides de solidification et de refroidissement après solidification, qui seront induites par les procédés de fabrication additive, vont, ou en tout cas peuvent, modifier la nature des phases en présence dans les aciers si on les compare aux mêmes aciers, mais cette fois-ci coulés ou forgés. Ces transformations de phase peuvent être modifiées
soit lors de la solidification, soit lors du refroidissement à l'état solide. Au cours de la solidification, une vitesse de solidification rapide va affecter la manière dont les solutés sont redistribués dans le liquide n'ayant pas encore solidifié, ce qui va modifier la chimie locale du matériau. C'est ce qu'on appelle les microségrégations chimiques. Après solidification, la vitesse de refroidissement à l'état solide peut également affecter les transformations de phase en ne laissant pas le temps aux espèces dans le matériau de diffuser, ce qui peut donc inhiber certaines transformations de phase ou en promouvoir d'autres. Pour mieux comprendre ce qui se passe dans le matériau au cours du procédé de fabrication additive, il faut regarder d'un peu plus près l'effet de la chimie sur les transformations de phase dans les aciers et donc de remonter vraiment à la métallurgie des aciers. Si on prend les choses depuis le début, lors de la fabrication additive, la première chose qui va se passer au niveau du matériau, ce sera la solidification, c'est-à-dire la transformation de la phase liquide vers la phase solide. En fonction de leur composition chimique, les aciers peuvent se solidifier en deux phases différentes, la ferrite delta, de maille cristalline cubique centrée, ou l'austénite, notée gamma, de maille cubique face centrée. Les éléments d'alliage que l'on va ajouter dans les matériaux peuvent avoir pour effet de stabiliser soit la ferrite, soit l'austénite, et on peut donc les classer en deux grandes catégories d'éléments d'alliage. Vous avez d'un côté les éléments alphagènes, qui seront les éléments qui vont stabiliser la phase ferritique, comme par exemple le chrome, le molybdène ou le silicium. Vous pouvez voir à droite le diagramme de phase fer-chrome, et vous voyez que plus vous augmentez la teneur en chrome, plus vous allez réduire le domaine de stabilité de l'austénite en température, jusqu'à ce que votre matériau soit uniquement ferritique, et ce, quelle que soit la température. Afin de juger de la teneur en éléments alphagènes dans un acier, vous avez le critère de chrome équivalent qui va dépendre de la composition chimique de l'acier. A l'inverse, les éléments gamma-gènes, eux, vont plutôt stabiliser l'austénite. C'est le cas du nickel, du carbone ou encore du manganèse. Vous avez le diagramme fer-nickel à droite et vous voyez que, contrairement au chrome, lorsque vous augmentez la teneur en nickel, vous allez élargir le domaine de stabilité de l'austénite. De la même manière qu'il existe un critère de chrome équivalent, vous avez un critère de nickel équivalent qui permet de juger de la teneur en éléments gamma-gènes et qui dépend encore une fois de la composition chimique de l'acier. La nature des phases de solidification va dépendre de la teneur en éléments alphagènes et gamma-gènes dans votre acier, ce qui peut être rationalisé par le ratio chrome équivalent sur nickel équivalent. Ainsi, si ce ratio est faible, cela implique une forte teneur en éléments gamma-gènes et vous allez donc préférentiellement solidifier la phase austénitique. A l'inverse, si ce ratio est fort, vous aurez beaucoup d'éléments alphagènes et donc votre matériau va solidifier sous forme de ferrite. Il faut voir que vous pouvez avoir, dans certains cas, des ratios de chrome équivalent sur nickel équivalent qui seront intermédiaires, c'est-à-dire que vous aurez à la fois beaucoup d'éléments alphagènes et beaucoup d'éléments gamma-gènes. Dans ce cas-là, vous pouvez avoir une solidification mixte, c'est-à-dire solidifier d'abord en austénite, puis en fin de solidification former de la ferrite, ou inversement, former d'abord de la ferrite, puis de l'austénite. Pour comprendre ce phénomène, il faut regarder ce qui se passe lors de la solidification. Les premiers germes d'austénite vont apparaître. Les éléments alphagènes étant plus solubles dans le liquide que dans l'austénite, ils vont rester concentrés dans le liquide. À un certain moment, la concentration d'éléments alphagènes dans le liquide sera telle que le matériau solidifiera sous forme de ferrite. Ça, c'est ce qu'on peut retrouver classiquement dans le cas des aciers inoxydables austélitiques de type 316L lorsqu'ils sont élaborés de manière conventionnelle. Lorsque la vitesse de solidification augmente, vous allez modifier ce phénomène de redistribution de soluté dans la phase liquide. C'est-à-dire que si la vitesse de solidification est vraiment très très rapide, alors la vitesse d'avancée du front de solidification sera du même ordre de grandeur que la vitesse de diffusion des éléments depuis la phase solide vers la phase liquide. C'est ce qui se passe par exemple dans le 316L lorsqu'il est élaboré par fabrication additive. Si vous prenez un procédé qui solidifie moins rapidement, par exemple le DED, vous n'allez pas suffisamment affecter les microségrégations et vous allez toujours avoir cette solidification mixte, austénite, ferrite, comme vous pouvez voir sur l'image en bas à gauche. En revanche, en LPBF, les vitesses de solidification seront bien supérieures. Ainsi, vous allez inhiber la microségrégation. Vous aurez toujours un enrichissement du liquide en éléments alphagènes, mais cet enrichissement ne sera pas suffisant pour former de la phase ferritique. Votre microstructure sera alors entièrement austénitique, mais présentant toutefois des ségrégations en chrome et en molybdène. Ça, c'était pour la partie solidification. Toutefois, une fois que l'acier est solidifié, ce n'est pas terminé, puisque, comme vous pouvez le voir sur le diagramme de phase, vous pouvez avoir de nombreuses transformations de phase à l'état solide dans les aciers.
La première de ces transformations de phase, dans le cas où un acier aurait solidifié sous forme de ferrite delta, c'est la transformation de la ferrite delta vers l'austénite gamma. C'est par exemple ce qui se passe dans les aciers inoxydables à durcissement structural de type 17,4 pH ou 15,5 pH. Pour ces aciers, et dans certains cas particuliers, vous pouvez inhiber la transformation ferrite delta austénite gamma lors de la fabrication additive, et ce, si deux conditions sont réunies. La première, une vitesse de refroidissement extrêmement rapide, telle que celle que l'on peut rencontrer en LPBF, et d'autre part, une teneur en éléments alphagènes suffisamment forte. Je vais développer pourquoi juste après. Pour expliquer ce phénomène, le plus simple, c'est de reprendre le diagramme de phase fer-chrome que j'ai présenté tout à l'heure. Vous pouvez voir qu'à haute température, la ferrite est stable, à basse température, la ferrite est également stable, et ces deux domaines de stabilité sont séparés par un domaine de stabilité de l'austénite. Lorsque vous augmentez la teneur en chrome, vous allez diminuer le domaine de stabilité de l'austénite, et donc l'intervalle de température correspondant à la stabilité de l'austénite. Si vous refroidissez à une vitesse donnée, quelle que soit cette teneur en chrome, vous vous rendrez compte que le temps passé dans le domaine austénitique sera de plus en plus faible au fur et à mesure que vous augmenterez la teneur en chrome ou la teneur en éléments alphagènes de manière générale. Ainsi, si vous avez un couple vitesse de refroidissement et teneur en éléments alphagènes bien déterminé, vous pouvez vous retrouver dans des conditions où vous traverserez le domaine de stabilité de l'austénite tellement rapidement que la diffusion du carbone, qui est nécessaire pour transformer la ferrite en austénite, ne pourra pas avoir lieu. Vous passerez directement du domaine de stabilité de la ferrite à haute température à celui à basse température, et ce, sans former d'austénite, ou en tout cas en ne formant qu'un peu d'austénite, mais en ne transformant pas l'intégralité du matériau en austénite. Maintenant, si votre acier se solidifie en austénite, ou si la transformation depuis la ferrite delta en austénite gamma n'est pas inhibée, d'autres transformations de phase peuvent également avoir lieu lors du refroidissement. C'est typiquement ce qui va se retrouver dans les aciers Maraging, dans les aciers à outils à chaud et dans les aciers inoxydables à durcissement structural, dans le cas où la transformation depuis la ferrite delta vers l'austénite gamma n'est pas inhibée, ou en tout cas pas totalement inhibée. Petit rappel de métallurgie des aciers, l'austénite au refroidissement peut se décomposer en différentes phases selon la vitesse de refroidissement. Si vous faites un refroidissement lent, vous tendrez vers l'équilibre. Vous aurez formation de lamelles de ferrite et de cémentite, un constituant que l'on appelle la perlite. Maintenant, si vous refroidissez très rapidement, vous empêcherez la diffusion du carbone hors de la maille de la ferrite. Vous obtiendrez de la martensite, qui est une maille tétragonale centrée, et qui est une transformation de phase sans diffusion qu'on dit displacive. En raison des vitesses de refroidissement très rapides induites par les procédés de fabrication additive, vous vous doutez qu'on aura plutôt tendance à former de la martensite plutôt que de la perlite. Comme je viens de le dire, la transformation martensitique se fait sans diffusion. Ça va impliquer que les températures de début et de fin de transformation ne seront pas fonction de la vitesse de refroidissement, mais elles seront par contre fonction de la composition du matériau. Vous avez ici une équation semi-empirique permettant de calculer la température de début de transformation martensitique en fonction de la composition du matériau. Si cette température est supérieure à la température ambiante, alors l'austénite se décomposera en martensite, si vous le refroidissez suffisamment rapidement. A l'inverse, si cette température est inférieure à l'ambiante, l'austénite sera stable à température ambiante. Typiquement, c'est le cas des aciers austénitiques inoxydables. Si on considère la redistribution des solutés qui a lieu lors de la solidification, et qui va induire un gradient de composition chimique entre le cœur des cellules ou des dendrites vers les espaces intercellulaires ou interdendritiques, vous pouvez vous retrouver dans un cas où la température de transformation martensitique va évoluer en fonction de là où vous vous placez, c'est-à-dire du cœur des dendrites ou des espaces intercellulaires. Dans certains cas, vous allez vous retrouver avec de l'austénite présentant une température de transformation martensitique supérieure à 20 degrés dans le cœur des cellules, ou à l'inverse, inférieure à 20 degrés, donc de l'austénite stable à température ambiante, dans les espaces intercellulaires. Lorsque vous effectuez un refroidissement complet, le cœur des cellules sera donc martensitique, alors que les espaces intercellulaires, eux, seront constitués d'austénite résiduelle. Typiquement, les aciers martensitiques élaborés par LPBF vont se retrouver dans cette situation. Vous avez ici un exemple, un acier Maraging qui a été élaboré par LPBF. Après refroidissement, la ségrégation de titane et de molybdène aux espaces intercellulaires va stabiliser localement l'austénite.
Et la microstructure brute de fabrication sera constituée de cellules martensitiques séparées par des espaces intercellulaires austénitiques. Une des caractéristiques de la martensite, c'est que c'est une phase qui est très dure et très fragile, et ce d'autant plus qu'elle sera riche en carbone. La fragilité de cette phase, couplée avec l'apparition de contraintes mécaniques d'origine thermique, liées au cycle de chauffage et de refroidissement de la pièce au cours du procédé, peut induire des phénomènes de fissuration à froid, c'est-à-dire de rupture de la martensite. Cette fissuration à froid, elle peut se produire dans les aciers à outils à froid, de type H11 ou H13 dont j'ai parlé précédemment. On peut limiter cette fissuration, qui évidemment est très dommageable puisque la pièce ainsi élaborée, en tout cas fissurée, ne pourra pas être utilisée. On peut limiter cette fissuration en jouant sur les gradients thermiques, en les réduisant, puisque ces gradients thermiques sont directement responsables des contraintes mécaniques. Pour diminuer ces gradients thermiques, on peut jouer sur la stratégie de lasage, les paramètres de lasage. On peut également préchauffer le matériau en utilisant des plateaux chauffants ou des lasers de préchauffage. Par rapport à tout ce que j'ai présenté, si on fait un peu un bilan, quelles sont les microstructures typiques des 4 grandes classes d'acier utilisées en fabrication additive? Donc les aciers austénitiques, les aciers maraging, les aciers inoxydables et durcissement par précipitation et les aciers à outils à chaud. Je vais commencer par les aciers austénitiques inoxydables, qui sont les cas les plus simples, puisque ce sont des aciers, on l'a vu, qui ne subiront pas de transformation de phase à l'état solide, et donc la microstructure brute de fabrication correspondra à la microstructure de solidification. Ça implique qu'on va se retrouver avec un sous-réseau intragranulaire constitué de dendrites ou de cellules, en fonction de la vitesse de solidification et de refroidissement. Ça veut aussi dire que, en fonction du type et des paramètres de procédé utilisé, vous aurez soit une microstructure entièrement austénitique, si vous solidifiez très rapidement. Vous aurez toutefois des ségrégations de chrome et de molybdène aux espaces intercellulaires, soit une microstructure mixte, avec un cœur de dendrites ou de cellules austénitiques et des espaces intercellulaires ou interdendritiques qui, eux, seront ferritiques si vous solidifiez plus lentement, dans le cas par exemple du DED ou du WAM. Vous retrouverez aussi toutes les caractéristiques assez générales que l'on peut trouver dans les microstructures élaborées en fabrication additive, c'est-à-dire la présence de gros grains colonnaires et d'une texture cristallographique marquée, ainsi qu'une densité de dislocation qui ne sera pas négligeable par rapport à un équivalent coulé ou forgé. Les aciers maraging, eux, sont des aciers martensitiques, normalement. Ici, on aura toujours principalement de la martensite, mais également une fraction non négligeable d'austénite résiduelle, donc stable à température ambiante, qui sera stabilisée principalement entre les cellules ou entre les dendrites, en raison de la ségrégation d'éléments dans ces espaces intercellulaires ou interdendritiques, qui abaissera localement la température de transformation martensitique. Ces éléments qui ségrègent sont principalement le titane, le nickel et le molybdène. Une caractéristique de ces aciers, c'est que puisqu'on a une transformation de phase à l'état solide, on va perdre un peu la microstructure de solidification. En tout cas, on va perdre la texture cristallographique, puisque même si l'austénite issue de la solidification aura une texture cristallographique, la transformation martensitique qui suivra la solidification effacera cette texture cristallographique. Enfin, comme je l'ai dit, les aciers maraging, ce sont des aciers qui sont renforcés par des précipités. Dans l'étape brute d'élaboration, on n'aura pas, ou en tout cas très peu, de précipitation, et donc il sera nécessaire de conduire un traitement thermique ultérieur à la fabrication afin d'optimiser les propriétés mécaniques du matériau. En ce qui concerne les aciers à outils à froid, donc de type H11 ou H13, la microstructure brute de fabrication sera assez proche de celle des aciers maraging, c'est-à-dire que vous aurez des cellules ou des dendrites dont le cœur sera martensitique et des espaces intercellulaires ou interdendritiques, eux plutôt constitués d'austénite résiduelle, en raison, cette fois-ci, des ségrégations de chrome, de vanadium et de molybdène aux espaces intercellulaires. De la même manière que pour les aciers maraging, vous n'aurez pas de texture cristallographique particulièrement prononcée, puisque celle-ci sera perdue lors de la transformation martensitique. Vous aurez également une faible précipitation, et donc ce type d'acier devra être traité thermiquement afin de lui donner ses bonnes propriétés mécaniques. Enfin, vous avez un fort risque de fissuration à froid. C'est en fait le seul des aciers que j'ai présenté aujourd'hui qui peut fissurer à froid en raison de son fort taux de carbone. Et donc, il faut prendre des mesures particulières pour son élaboration, soit en optimisant la stratégie de lasage, soit en utilisant des plateaux chauffants. Enfin, la dernière classe d'acier est peut-être celle qui est la plus intéressante d'un point de vue métallurgique,
Il s'agit des aciers inoxydables à durcissement structural de type 15,5 pH ou 17,4 pH, puisque, comme on l'a vu, ces aciers vont d'abord solidifier en ferrite. Cette ferrite peut ensuite se transformer ou non en austénite, qui peut se transformer ou non en martensite. Et donc, selon si ces transformations vont avoir lieu ou vont être totalement ou partiellement inhibées, vous pouvez vous retrouver avec des microstructures complètement différentes à la fin de la fabrication, et ce, pour de faibles variations de la composition chimique de la poudre ou un changement de paramétrie ou de type de procédé utilisé. Ainsi, vous pouvez avoir, dans le cas où la transformation de la ferrite vers l'austénite est entièrement ou partiellement inhibée, une microstructure majoritairement ferritique, avec un petit peu de martensite issu de l'austénite qui se serait quand même transformée. Dans le cas où cette transformation n'est pas inhibée, vous aurez une microstructure principalement martensitique, avec un petit peu d'austénite résiduelle, toujours en raison des ségrégations d'éléments chimiques. Ainsi, pour conclure, les microstructures des aciers élaborés par fabrication additive peuvent être très différentes des microstructures des aciers élaborés de manière plus conventionnelle. On peut retrouver les caractéristiques classiques de la fabrication additive, donc des grains colonnaires, une sous-structure cellulaire et une texture cristallographique très marquée, également une densité de dislocation non négligeable dans certains cas, mais surtout la présence ou l'absence de phase que l'on aurait normalement en raison des cinétiques rapides mises en jeu. De plus, le choix des paramètres et du type de procédé influence fortement la microstructure, en promouvant ou inhibant certaines transformations, notamment comme on a pu le voir lors de la solidification pour les aciers austénitiques. L'exemple extrême, je viens d'en parler, ce sont les aciers inoxydables à durcissement structural de type 17,4 pH, qui peuvent avoir des microstructures totalement différentes, majoritairement ferritiques ou majoritairement martensitiques, en fonction du procédé utilisé, de la poudre utilisée, alors que c'est censé être le même matériau. Enfin, comme on a pu le voir rapidement, les aciers élaborés par fabrication additive doivent généralement être traités thermiquement après élaboration, ceci soit afin d'homogénéiser leur microstructure. Donc, par exemple, vous avez une microstructure constituée de martensite et d'austenite résiduelle. Vous voulez avoir une microstructure entièrement martensitique, vous serez obligé de passer par un traitement d'homogénéisation. Également, dans le cas des aciers qui seront durcis par précipitation, vous devrez faire un traitement pour faire précipiter ces phases secondaires qui vont donner les bonnes propriétés mécaniques du matériau, étant donné que les matériaux bruts d'élaboration sont la plupart du temps exempts de précipitation. Je vous remercie pour votre attention.